Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. Nous sommes à J-3 de la présidentielle en Côte d'Ivoire. La campagne électorale prend fin demain à minuit, ce mercredi 14e jour de la campagne. Quelle est l'ambiance dans les QG des candidats? Quelles sont les stratégies pour convaincre le plus d'électeurs? À 72 heures du scrutin, nous verrons comment les équipes du RHDP et du candidat indépendant KKB s'activent sur le terrain. Avant le rendez-vous dans les urnes, la CEI s'attelle aux préparatifs pour une meilleure organisation et sécurisation de la présidentielle. La commission électorale indépendante multiplie les séances d'information et d'échange, notamment avec les observateurs. Objectif, évoquer leur mission, recueillir leurs préoccupations et attentes. Les hommes de Dieu prient pour la présidentielle ivoirienne. Les pasteurs protestants et évangéliques de Côte d'Ivoire réunis aujourd'hui au Palais des Sports de Treichville ont invoqué Dieu pour des élections apaisées. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a pris part à cette rencontre d'intercession pour la paix. Enfin, en Guinée, la vie reprend peu à peu son cours normal à Conakry après les violences observées à l'issue de la proclamation des résultats de la présidentielle. Les commerces fermés il y a quelques jours à cause des tensions ont rouvert, mais les prix de certains produits de première nécessité ont augmenté. Soyez les bienvenus sur RTI1. La présidentielle ivoirienne aura lieu cette semaine, précisément le samedi 31 octobre prochain, à 72 heures de ce scrutin. Comment les candidats se préparent-ils? Quelle est leur stratégie ce mercredi, 14e jour de campagne? Nos envoyés spéciaux vous remportent l'ambiance électorale dans ce 20h. Plus que 72 heures pour la présidentielle dans notre pays. La campagne électorale, je rappelle, prend fin demain jeudi à minuit. Le candidat indépendant Kouadio Konan-Bertin dit KKB investit le terrain pour conquérir des voix. Ses équipes de campagne s'activent dans les localités, notamment à Didiéville dans la région du Bélier. KKB a choisi, lui, de se prononcer devant la presse nationale et internationale pour dérouler son programme, son ambition pour la Côte d'Ivoire. Flora Baloguet, Franck Wadio. Didiéville, centre de la Côte d'Ivoire, c'est la fin du meeting. Mission accomplie pour l'envoyé du candidat indépendant Kouadio Konan-Bertin. Didiéville, c'est le président Félix Houphouët-Boigny. Et comme nous prenons le dialogue, la paix et le développement, on ne peut pas faire une campagne présidentielle où nous voulons diriger la Côte d'Ivoire et sa jeunesse sans venir chez le président Félix Houphouët-Boigny. Nous nous adressons à toute la population ivoirienne, nous nous adressons à tous les électeurs de Côte d'Ivoire qui ont besoin de changement. Parce que la Côte d'Ivoire a trop souffert. Depuis ces 30 dernières années, il n'y a que la violence. Pour que ça prenne fin, je leur demande de voter le candidat Kouadio Konan-Bertin au soir du 31 pour qu'il puisse diriger la Côte d'Ivoire. Son programme porté aux populations du pays profond et au même moment des mises au point à la presse à son quartier général de campagne dans le quartier de Cocodile du Plateau. C'est que Kouadio Konan-Bertin veut occuper les différents espaces d'expression. Entre autres points d'attention, affirmer sa volonté de participer au scrutin du 31 octobre 2020. Un choix que le candidat âgé de 52 ans dit assumer. C'est lui qui dit être venu en politique pour symboliser le changement et le faire entendre au plus grand nombre. Affirme au micro de la presse nationale et internationale son désir de se présenter uniquement dans l'intérêt du peuple ivoirien. Si moi je suis élu président, ma préférence c'est de rassembler le peuple Côte d'Ivoire. Et depuis le sommet, à travers mon gouvernement que je mettrai en place, c'est un gouvernement d'union qui fera donc appel à toutes les compétences d'où qu'ils viennent. Je pense que c'est une priorité. Si c'est Ouattara qui gagne, qu'il voit comme je vois, qu'il pense comme je pense et qu'il fait la même chose, il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas dans ce sens, surtout que c'est ma conviction du moment. Après, je ne vois pas en quoi ça peut être contradictoire d'être candidat et d'aller jusqu'au bout. Ceux qui font acte de candidature et qui se rebiffent après, comment vous trouvez cohérent que quelqu'un soit candidat à une élection présidentielle qui souhaite ne pas voir se tenir? 14e jour et dans quelques heures, le 15e et dernier jour de campagne. Kouadio Konan-Bertin
jusqu'à ce que s'éteignent définitivement les lampions, entend rester fidèle à ses engagements. Engagements réitérés face à la presse et qui se matérialisent en 5 piliers, qui sont entre autres le développement de l'industrie nationale, la modernisation des politiques agricoles, de l'érection d'une école au service du pays et du développement, puis de l'assainissement des finances publiques. Voilà, et je rappelle, nous sommes à J-3 de la présidentielle ivoirienne. Le RHDP défendu par le candidat Alassane Ouattara s'active aussi sur le terrain. Ce mercredi, 14e jour de campagne, le candidat du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix a mis le cap sur Ebimpe. Il a rencontré les chefs traditionnels, Atchan et Atié. Ceux du Grand Pont et de Sikensi ont assisté à la réunion. Ricardo Zama. À une journée de la fin du championnat électoral, Alassane Ouattara a choisi d'effectuer son ultime mise au vert à Ebimpe dans la commune d'Aniama, à quelques pas du stade de la cité olympique qui porte son nom. Entre autres raisons, le candidat du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, entend s'armer d'un extrêmum de bénédiction en termes de soutien franc, d'assurance et de sérénité pour affronter triomphalement Bertin Kouadio-Konan dans les urnes ce samedi 31 octobre. Et ces atouts-là, les rois et chefs traditionnels des peuples Aké et Atchan, soutenus par ceux des Grands Ponts et de Sikensi, les lui ont fournis à travers leur présence significative, mais aussi et surtout en lui disant qu'ils sont diablement acquis à sa cause au regard des nombreuses actions de développement et de promotion sociale dont ils ont bénéficié. Et comme développement rime avec paix, Alassane Ouattara a encore redistribué les cartes d'une élection apaisée pour une Côte d'Ivoire solidaire et reluisante. Je voudrais donc en appeler aux chefs traditionnels et aux guides religieux pour qu'ils s'impliquent pour des élections apaisées, pour le renforcement de la paix et de la cohésion sociale. Je vous demande de continuer de conseiller aux jeunes de ne pas se laisser manipuler. Cela évitera des événements déplorables, comme ceux que nous avons connus à Dabou, et qui ont entraîné malheureusement la mort de 16 personnes. Et je voudrais présenter mes sincères condoléances aux familles des victimes. Notre pays est une terre de paix, de fraternité, d'hospitalité, des valeurs que nous a léguées le père de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny. Nous devons continuer de tout mettre en œuvre pour que la Côte d'Ivoire demeure en paix, car sans paix, aucun développement n'est possible. Nous avons, dans quelques jours, l'élection présidentielle. Et je souhaite que vous vous rendiez massivement aux urnes le samedi 31 pour voter dans la paix, car la Côte d'Ivoire est un pays de paix. Bouaké, Man, Abengourou et Binpe, le candidat du RHDP qui a opté pour un marquage à la couronne des rois et chefs traditionnels, et reçu par ailleurs l'assentiment des jeunes et des cadres des régions visitées, pourra-t-il recevoir leur soutien effectif? Réponse ce samedi 31 octobre. Avant le rendez-vous dans les urnes, la CEI s'attelle aux préparatifs. La commission électorale indépendante multiplie les séances d'information et d'échange, notamment avec les observateurs, pour évoquer leur mission, recueillir leurs préoccupations et attentes. L'objectif de la CEI est d'assurer une meilleure organisation et sécurisation de la présidentielle, nous rapporte Sidonie Davila. Environ 10 000 observateurs ont été accrédités par la commission électorale indépendante. Avant la tenue du scrutin présidentiel du 31 octobre, la CEI rappelle les règles du jeu. Observer, c'est regarder sans mot dire et pourtant dire. Observer, c'est de ne pas contrarier au risque d'obstruer l'observation. Observer, c'est contrôler la conformité de la chose à la règle. Et je ne vais pas vous l'apprendre, vous savez le faire.
La sécurité des observateurs, la sécurité du scrutin, l'accès des lieux de vote, la CEI à l'écoute des observateurs se veut rassurante. Chaque lieu de vote a des détachements de police, de gendarmerie et de militaires pour sécuriser ce lieu-là. Tout observateur qui viendra, une fois qu'il sera sûr du chef du PC secondaire, il aura les instructions nécessaires pour pouvoir accomplir son observation tranquillement. Les observateurs électoraux apprécient ce temps d'échange. Nous sommes compris et il nous appartient d'aller partout sur l'étendue du territoire dire ce que nous avons fait. Cette séance d'information est la bienvenue parce que nous avons eu beaucoup d'éclaircissements sur beaucoup de zones d'ombre. C'est très appréciable d'avoir ce degré de transparence, de clarté sur les conditions dans lesquelles s'organise le scrutin. À la fin de leur mission d'observation, les différentes équipes produisent des rapports dans lesquels on peut lire leurs différentes propositions ou recommandations. Bon, ces rapports ils sont remis bien sûr aux autorités électorales. On fait des recommandations pour essayer d'améliorer le système électoral. Et puis ils sont à la disposition du public. Quand on a la possibilité effectivement de revenir dans un pays, accompagner un nouveau processus électoral, on est toujours très attentif à regarder si les recommandations qu'on a faites au processus précédent ont été prises en compte. Pour faciliter le travail des observateurs sur le terrain pour cette élection, la CEI a mis à disposition des contacts ainsi qu'une charte de l'observation. L'Union africaine et la CEDEAO déploieront aussi des observateurs pour ce scrutin présidentiel. Avant le rendez-vous du 31 octobre, des délégations d'observateurs ont été reçues par le Conseil constitutionnel. L'UA et la CEDEAO sont allés encourager le Conseil constitutionnel dans l'accomplissement de ses missions concernant le processus électoral. Gabriel Zani. À quelques jours du 31 octobre, les missions électorales d'observation se succèdent au Conseil constitutionnel. Une délégation de l'Union africaine conduite par Mohamed Dileïta, ancien Premier ministre djiboutien, a été reçue par le président du Conseil constitutionnel. Nous avons surtout parlé, bien sûr, comme vous le savez, des élections qui vont se dérouler le 31 et surtout les dispositions qui ont été prises par le Conseil, les préparatifs avant les élections et après les élections. Et nous pensons que les choses sont faites d'une manière extraordinaire. Nous encourageons le Conseil à aller de l'avant pour que cette élection puisse se terminer dans de très bonnes conditions. Encouragement apporté aux juges des élections par la mission de l'Union africaine. C'est l'assurance que la communauté internationale fait confiance aux institutions du pays. La délégation de la CEDEAO apporte aussi son soutien au Conseil constitutionnel. Nous sommes là depuis plus d'une semaine et nous avons eu à rencontrer les acteurs, certains acteurs qui contribuent à l'organisation de cette élection. Le président du Conseil constitutionnel nous a d'abord expliqué le rôle du Conseil constitutionnel et toutes les actions, les décisions. La mission électorale d'observation de la CEDEAO est une mission à long terme. Elle devra accompagner le pays durant tout le processus pour la tenue d'élections justes et transparentes. La mission internationale d'observation électorale met aussi en mission plusieurs observateurs pour cette présidentielle. Ils seront représentés sur tout le territoire ivoirien pour suivre le scrutin du 31 octobre. Les détails avec notre reporter Eric Gori. Namizata Sangaré face à la presse. La présidente du Conseil national des droits de l'homme s'entretient avec les journalistes. Objectif, donner les détails de la mission des 1500 observateurs des droits de l'homme qui seront sur le terrain le jour du vote. Leur mission sera basée sur le respect des droits de l'homme. Ces observateurs seront des relais du CNDH. Ils donneront de la voix si certains citoyens sont empêchés d'accomplir leurs devoirs. Nous souhaitons nous déployer à toutes les étapes pour rassurer les populations sur l'intégrité et pour la sincérité du scrutin. Les dispositions de la commission électorale indépendante doivent également prendre en compte la situation des personnes vivant avec des handicaps. Ces observateurs feront remonter à leur hiérarchie toute anomalie liée aux élections. Et tout cela a pour objectif d'assurer nos populations, nos concitoyens sur la sincérité du scrutin, sur l'intégrité
du scrutin. Il y aura une coordination ici, un secrétariat permanent qui sera là et qui sera en contact avec tous les observateurs déployés sur le terrain à l'effet de faire remonter les informations. Pour cette élection du 31 octobre 2020, le Conseil national des droits de l'homme affirme être aux côtés des citoyens pour que ceux-ci votent en toute quiétude. L'organisation de la société civile dénommée Civis Côte d'Ivoire va déployer 150 observateurs dans les 31 régions et les 2 districts autonomes que compte la Côte d'Ivoire. Le recensement des données transmises par les observateurs se fera via une plateforme numérique, nous dit Mama Traoré. Comme elle l'avait fait lors du référendum de 2016 et des élections locales de 2018, l'organisation de la société civile dénommée Civis Côte d'Ivoire annonce sa participation à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Civis Côte d'Ivoire va déployer sur toute l'étendue du territoire 150 observateurs dans les 31 régions et les 2 districts autonomes de Côte d'Ivoire du 30 octobre au 2 novembre 2020. La récolte des données sera effectuée à travers Tcherea, qui est une plateforme numérique. Une plateforme numérique mise au point grâce à l'appui technique et financier du think tank Initiative Côte d'Ivoire. Nous sommes une trentaine de membres, résidents et non résidents de la Côte d'Ivoire, mais tous ivoiriens qui avons à cœur le développement de notre pays économiquement et politiquement. Pour nous, il est important que les Ivoiriens eux-mêmes s'approprient les mécanismes citoyens qui permettent de nous assurer que chaque élection est transparente et qu'elle permette l'expression de la voix des électeurs. La mission d'observation électorale lancée par Civis Côte d'Ivoire vise à contribuer à la formulation d'un jugement éclairé sur la transparence, l'intégrité, l'inclusivité et la crédibilité du processus électoral en cours. Le médiateur de la République joue aussi sa partition pour une présidentielle sans violence. Adama Tongara a reçu en audience les ambassadeurs d'Allemagne et du Royaume d'Espagne accrédités dans notre pays. Les échanges ont porté sur le rôle du médiateur en cette période électorale. Abdoulaye Koné. Le médiateur de la République est une institution qui n'existe pas en Allemagne. Au cours de sa visite de courtoisie à Adama Tongara, il s'agissait pour Ingo Herbert d'en savoir davantage sur les attributions de l'institution. Institution très importante pour le pays, une institution indépendante et aussi une institution pour les citoyens. S'ils ont besoin d'aide dans des conflits avec l'administration, mais aussi dans un temps tendu, j'apprécie beaucoup l'engagement pour la paix dans le pays. À l'instar de l'Allemagne, le Royaume d'Espagne, à travers son ambassadeur, se dit prêt à accompagner la Côte d'Ivoire pour un bon déroulement de son principal rendez-vous électoral. Nous avons une institution semblable en Espagne. Et donc j'étais intéressé d'échanger avec monsieur le médiateur sur comment il voit son rôle. Et il m'a expliqué quel est son travail, qui va dans le sens de l'apaisement et de la solution de conflits. Il est bon qu'il existe en Côte d'Ivoire un climat apaisé pour que les élections soient inclusives et se passent de façon adéquate. Au moment où l'on s'achemine vers la fin de la campagne, le médiateur de la République lance un appel à tous les acteurs de la vie politique ivoirienne à œuvrer pour un scrutin électoral apaisé et sans violence. Les femmes donnent aussi de la voix pour la paix. Environ 500 femmes se sont réunies dans le cadre des Femmes en causerie médiation, une initiative de l'Union africaine et des CREA Paix de la chaire UNESCO de Plateau. Lors de cette rencontre, les organisations Union africaine et CREA Paix de la chaire UNESCO ont engagé toutes les femmes à être des actrices de paix, nous dit Gabriel Zani. Installée au Plateau depuis des années, Marie Ziao voit les jours passer sans grande affluence dans sa boutique de vente de vêtements. Le Plateau n'a pourtant pas été touché par les récentes manifestations observées dans certaines communes. Les événements menacent la survie de son activité. Vous voyez un peu, le magasin est vide, rien ne marche. Donc on veut la paix. C'est la paix seulement qu'on veut. Rien ne marche. Les petits commerces durement éprouvés par le Covid-19 font face aujourd'hui à l'incertitude de ces derniers jours. Béatrice Hundo, restauratrice depuis 8 ans, appelle la paix de tous ses vœux.
Ça fait 8 ans que je fais cette activité. Je livre la nourriture dans les entreprises. Les gens viennent, d'autres viennent manger sur place. Mais depuis un moment, ça ne va plus. On n'arrive pas à vendre beaucoup, on n'arrive pas à s'en sortir. Tout ce que nous demandons, c'est la paix. S'il n'y a pas la paix, on ne peut rien faire. Les femmes, le plus souvent, ce sont elles les victimes des crises qui surviennent à cause de la précarité. Rassemblées dans le cadre de Femmes en causerie médiation, l'Union africaine et Créapay de la chaire UNESCO les engage à être des actrices de paix. Elles ont signé un pagne blanc. C'est cet engagement, c'est cette détermination de la femme ivoirienne que nous célébrons aujourd'hui. Nous pouvons concevoir ensemble des ébauches de solutions et de suivis en vue de réduire les tensions et favoriser un consensus durable. Le pagne blanc est le signe de l'engagement des femmes. Et c'est aussi le début d'une caravane de la paix de 3 jours à travers tout le pays. Les femmes se positionnent en médiatrices dans cette échéance électorale dans leur famille et auprès des décideurs politiques. Il est urgent qu'elles participent activement et qu'elles demeurent des actrices de paix. Car face aux interactions violentes des uns et des autres, tu as certainement la paix. Elle est un engagement qui se pratique tous les jours dans toutes nos interactions. Oui, nous croyons que la paix est une valeur à cultiver, à rechercher, à nourrir au quotidien dans nos pensées, nos paroles, à travers nos actions. Ces femmes sont issues de toutes les communes d'Abidjan. Cette initiative conjointe de l'Union africaine et de Créapay de la chaire UNESCO bénéficie du soutien du PNUD et de l'Union européenne. Dans le cadre de ces activités, l'Union africaine a créé en 2017 Femmes Rise Africa, le réseau des femmes africaines pour la prévention des conflits et la médiation. Les actrices principales de ce réseau collaborent avec la chaire UNESCO, l'idée étant de maintenir, restaurer la paix dans les familles au-delà dans les pays. Et il est clair que la situation de la Côte d'Ivoire interpelle Femmes Rise Africa, dont des médiatrices ont partagé leur expérience. Voilà, des élections bien organisées et sans violence. C'est le vœu de tous. Les hommes de Dieu prient donc pour la réalisation de ce vœu. Les pasteurs protestants et évangéliques de Côte d'Ivoire étaient justement réunis aujourd'hui au Palais des Sports de Treichville pour implorer Dieu pour des élections apaisées. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a pris part à cette rencontre d'intercession pour la paix. Abou Sanogo. Ils sont venus de toutes les communes du district d'Abidjan et de plusieurs villes du pays. Dans la joie et dans la ferveur, plus de 5000 fidèles et pasteurs de l'église protestante et évangélique du Côte d'Ivoire ont au Palais des Sports à Treichville et en présence du Premier ministre Ahmed Bakayoko élevé leur voix vers Dieu afin qu'il veille sur la Côte d'Ivoire en cette période électorale. Prières et louanges. Tous ces hommes de Dieu ont tenu à implorer la faveur de Dieu pour la Côte d'Ivoire et prier pour des élections apaisées. Je refuse la guerre sur mon pays au nom de Jésus. Je refuse que le sang coule. J'annule tous les plans de déstabilisation contre la Côte d'Ivoire. Je déclare la paix, la paix, la paix au nom de Jésus. Nous avons prié pour rassurer tous nos fidèles, toutes les personnes qui vivent en Côte d'Ivoire, pour leur dire d'être tranquilles, il n'y aura rien. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko s'est félicité de la forte mobilisation et a salué la contribution de la communauté évangélique à la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. En tant que Premier ministre, chef du gouvernement, ma mission, c'est d'assurer la paix, la sécurité, la joie de vivre, le bonheur de l'ensemble des Ivoiriens. Je ne peux que saluer la contribution exceptionnelle des évêques évangéliques, vos guides, ceux-là qui vous donnent de l'espoir, qui vous donnent la paix au cœur, qui vous relient au Très-Haut, qui vous permettent, quel que soit votre état, d'être soulagé et de
croire en demain et de croire en après-demain et de ne jamais désespérer. Je vous l'ai dit à Yopougon, je serai à vos côtés pour vous accompagner parce que votre contribution est puissante, votre contribution est forte. Et le rôle du gouvernement, c'est de vous accompagner. Tous les fidèles, pasteurs, évêques et révérends ont communié avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko. L'Église évangélique de Côte d'Ivoire revendique à ce jour 8 millions de fidèles. Et toujours dans la prière, la communauté catholique Saint-Egidio invite les Ivoiriens à l'union pour construire l'avenir de notre pays. La communauté vient d'organiser une réunion et cette 9e édition de la rencontre interreligieuse de prière pour la paix initiée par Saint-Egidio a pour thème « Personne ne se sauve seul, paix et fraternité ». C'est Foraziki. Personne ne se sauve seul, paix et fraternité. Ce thème a réuni chrétiens et musulmans les uns aux côtés des autres pour prier pour la paix dans le monde et en particulier pour la Côte d'Ivoire. La communauté catholique Saint-Egidio veut ainsi attirer l'attention de chaque Ivoirien sur la préservation de la cohésion sociale. Les religions doivent inciter, comme cet après-midi, à l'espérance de la paix. Elles doivent pousser les croyants à se libérer de l'indifférence et à devenir des artisans de paix. Cette rencontre a été l'occasion pour les différents guides religieux de rappeler l'importance de préserver la cohabitation religieuse qui existe depuis toujours dans le pays. La diversité évite la routine et permet à la société d'être meilleure. Nous avons tous besoin de paix, de stabilité, de cohésion et d'harmonie pour nous épanouir. Ainsi, nous avons le devoir de rechercher sans cesse à créer les conditions pour une entente mutuelle. La parole de Dieu dans tous les livres sacrés nous rappelle qu'il faut dépasser la logique de la justice pour nous ouvrir à celle du pardon, car l'amour est vainqueur de tout mal. Il vaut mieux allumer la petite bougie de la paix que de maudire les ténèbres de la violence. Monseigneur Paolo Borgia, nonce apostolique de Côte d'Ivoire, appelle les différentes communautés vivant sur le sol ivoirien à se mettre ensemble pour bâtir la paix, préalable à tout développement. À partir de la foi religieuse, nous pouvons devenir des artisans de paix et non des spectateurs inertes du mal, de la guerre et de la haine. Les religions sont au service de la paix et de la fraternité. L'appel à la paix de la communauté Saint-Egidio s'est matérialisé par un document remis à chaque guide religieux pour servir de boussole pour la promotion de la paix. Les guides religieux ont, les uns à la suite des autres, allumé des sièges pour maintenir la flamme de la paix en Côte d'Ivoire. La communauté musulmane prie aussi pour la paix, une prière qui sera renforcée dans la nuit de mercredi à jeudi. Les musulmans célèbrent la nuit du Maoulid qui commémore la naissance du prophète de l'islam. Le thème retenu pour cette célébration par le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques COSIM, contribution de l'islam pour des élections apaisées. Konepa Gassoro de Madonji. Le Maoulid. Cette fête commémore la naissance du prophète de l'islam, le prophète Mohammed. Elle est célébrée dans la nuit du 11 au 12e jour du 3e mois du calendrier hégirien. Cette année, cette date correspond à la nuit du mercredi 28 au jeudi 29 octobre. Au cours de cette nuit spirituelle, guides religieux, prédicateurs et fidèles musulmans sont invités à faire des prières et des invocations à l'endroit du prophète Mohammed, sur sa famille, ses compagnons et sur l'ensemble des envoyés de Dieu. À travers cette nuit, non seulement la jeune génération va connaître qui est le prophète Mohammed, mais aussi c'est une invite à tous les musulmans de ne pas ignorer la vie
de leur prophète. Le Maoulid 2020, qui se déroule dans un contexte électoral, est le lieu pour les guides religieux et leurs fidèles de prier pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire, d'où l'importance du thème retenu cette année par le COSIM, contribution de l'islam pour des élections apaisées. Les élections ne riment pas avec, n'est-ce pas, des conflits. Et nous devons nous atteler à préserver notre chère patrie de tous ces dangers qui rôdent à nos portes. Cette fête, selon les guides religieux, ne fait pas partie des deux fêtes canoniques musulmanes, la del Fitr ou la fête de Ramadan et la del Kébir ou la fête de la Tabaski. Et en raison de cette célébration du Maoulid qui a lieu cette nuit, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le jeudi 29 octobre 2020, lendemain de la commémoration du Maouloud, anniversaire de la naissance du prophète Mahomet, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire. Et en cette période électorale, il faut rester vigilant, il faut éviter les fausses informations. Mais comment faire face à la désinformation en ligne en période électorale? La question était au centre des échanges entre les hommes et femmes de médias, les organisations de la société civile et la jeunesse des partis politiques. L'éclairage d'Astoutouri. Lutter contre les fake news ou fausses informations sur les réseaux sociaux en cette période électorale, c'est entre autres les objectifs de ce 6e forum sur l'impact de la désinformation, couplé de la célébration de la Semaine mondiale de l'éducation aux médias, une initiative du National Democratic Institute, NDI, en partenariat avec l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme, OIDH. Je lançais tout à l'heure un appel pour que chacune dans son engagement évite de distribuer des informations qui ne sont pas vraies, des informations fausses, ou de distribuer des informations choquantes qui peuvent donc saper la cohésion. Et on en a vraiment besoin en ces temps électoraux assez difficiles. Ce forum meublé d'un panel autour du thème « Comment faire face à la désinfodémie » ou encore l'impact psychosocial de la désinformation en période électorale a enregistré la participation des organisations de la société civile, des hommes et femmes de médias et des structures nationales et internationales. Nous, en tant que structure de veille et d'alerte précoce, nous suivons également ces éléments, mais nous les considérons comme moteurs d'accélération des conflits. Et donc, évidemment, c'est heureux pour nous de voir qu'il y a une structure qui a décidé d'adresser cette question. Et donc, les adresser, ça voudrait dire que ça nous permettra de réduire les conflits, ça nous permettra de réduire la tension au niveau du processus électoral en cours. Autant d'actions à l'actif du NDI et ses partenaires en faveur de la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Et la lutte contre les fausses informations s'accentue, tout comme la lutte contre le coronavirus. Ce mercredi 28 octobre, on dénombre 67 cas confirmés sur 1064 échantillons prélevés, 12 nouvelles guérisons, malheureusement 2 décès enregistrés. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 190 cas actifs. Attention donc à ne pas relâcher dans l'observation des gestes barrières. Et face à la propagation du Covid-19 en France, de nouvelles mesures drastiques sont annoncées. Le président Emmanuel Macron, dans une allocution télévisée, a fait état d'une deuxième vague qui sera sans doute plus dure et plus meurtrière que la première en France. Il a annoncé donc un nouveau confinement sur le territoire national, sauf pour l'outre-mer, pour freiner la propagation de ce virus mortel. Retour en Côte d'Ivoire, le ministre Aka Awele, président du Conseil régional du Sud Comoé, et le représentant du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier ont lancé les travaux de bitumage des voiries d'Ayamé, de Maféré et de la route Maféré-Kouakro, environ 22 km de voies à bitumer pour plus de 20 milliards de francs CFA. Et la réalisation de ces travaux devrait améliorer bien sûr le quotidien des transporteurs ainsi que les usagers, nous dit Francis Boifo. Elle est longue de 20 km en 2 fois une voie et traverse plusieurs villages. La route reliant Maféré à Kouakro, dans la région du Sud Comoé, sera bitumée dans 12 mois. L'attente a été longue. Nous sommes à l'époque de Félix Houphouët-Boigny. Ces populations donc, qui vont régulièrement à Maféré, qui vont au-delà, qui pensaient que ce goudron arrivé à Maféré les attendrait quelque part ici, ont attendu plus de 30 ans
avant d'espérer voir du bitume ici. 20 km de voirie à bitumer et un pont à construire pour un montant de 17 milliards de francs CFA. Ça nous a arrangé parce que grâce à c'est le goudron qui fait développer le village. Donc si tu n'as pas le goudron, c'est qu'il était toujours en brousse. Toujours dans la région du Sud Komwe, les communes de Maféré et d'Ayamé vont bénéficier de 2 km de bitume chacune, le tout évalué à 3,2 milliards de francs CFA. La joie de la population de Maféré est tellement grande que les mots pour exprimer une telle joie nous manquent. Nous sommes conscients de l'opportunité que va offrir le bitumage des artères de la ville. Autant bien que la route précède le développement, elle lève aussi les barrières entre les peuples et favorise le brassage culturel. Ça nous fait un grand plaisir parce que quand il pleut, on a des problèmes. Il est également prévu le bitumage de l'axe Ayamé à Bengro. Je voudrais à présent inviter l'ensemble des acteurs du projet, à savoir porter au BTP, Sodistra, le Bénet et l'Ajourou, à la plus grande application dans la réalisation des travaux. C'est-à-dire les travaux qui doivent être faits sont des travaux de qualité. Le bitumage des principales voies permettra d'améliorer les conditions de circulation dans les communes et de valoriser leur potentiel économique. Aka Awoulé salue les efforts du gouvernement et invite à la paix dans la région. Bonois va rejoindre notre tradition du Sud Komwe qui est celle d'être une zone de paix, une zone de prospérité, une zone de cohésion totale. Bonois ne peut pas sortir de cette cohésion, ce n'est qu'un accident. Le lancement des travaux de bitumage des voiries d'Anyamé, Maféré et Kouakro s'inscrit dans un vaste programme du gouvernement initié en 2017. Voilà, la paix et le développement sont en marche dans notre pays. Plus de 2 milliards de francs CFA. C'est la somme qui sera investie pour la construction du pont métallique de Sokouraba dans le département de Minignan, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Ce pont va permettre aux producteurs de sortir leurs produits et la liaison entre la ville de Minignan, chef-lieu de la région du Folon, et la Guinée voisine. Le reportage est signé Mamadou Kwasi. Le village de Sokouraba, dans la région du Folon, accessible désormais en toute saison. Le pont de fortune construit par les populations laissait place à un pont métallique d'une longueur de 102 mètres. Une infrastructure moderne d'une valeur de 2,5 milliards de francs CFA. Un financement de l'AFD, Agence française de développement, dans le cadre du contrat de désendettement et de développement, CDD. Ce projet rentre dans le cadre d'un cadre global de 11 ponts métalliques qui a été financé et que ce projet a pour objectif particulier de pouvoir faciliter les échanges. Avec ce pont, les producteurs pourront évacuer facilement la centaine de tonnes de produits agricoles et accéder facilement à la frontière de la Guinée. Avant donc, la construction de cet ouvrage-là, les populations, 4 à 5 mois dans l'année, étaient dans l'incapacité pendant la saison des pluies d'avoir accès à l'autre rive. Dans cette période également, les cultures produites dans la zone n'avaient pas de possibilité d'être écoulées dans les zones de commercialisation. Voici ce dans quoi le président de la République vient de nous sortir. L'inauguration de ce pont, un rêve caressé par ces populations du département de Minignan, a donné lieu à une grande fête. Toute la diaspora s'est mobilisée pour ce qui est appelé désormais la fête de l'émergence. Car avec l'électricité, l'eau potable et ce pont, Sokouraba s'inscrit désormais dans la politique de développement. De quoi encourager le président du conseil régional du Folon dans sa stratégie de développement. Le ministre Gaoussou Touré s'est réjoui de la réalisation de ce projet, vu de plusieurs décennies. Au nom des populations, un hommage a été rendu à Feu Amadou Gon Coulibaly, initiateur de ce projet. Amadou Gon Coulibaly, qui n'a pas hésité à ce qu'il apporte tout son appui auprès du président pour que effectivement ce pont soit aujourd'hui une réalité. Et là où il est, on prie le Tout-Puissant pour qu'il lui accorde sa grâce et qu'il puisse lui ouvrir les portes du paradis pour ce travail important qu'il a fait au profit du district du Benguélé et plus particulièrement de la région du Folon. Gaoussou Touré a aussi rappelé que le bitumage de l'axe Odiéné-Minignan, frontière du Mali, est une réalité. Et ce projet prendra forme dans quelques mois, a-t-il indiqué aux populations à qui il a demandé d'accompagner la politique de développement de la région. Cette cérémonie d'inauguration du pont métallique de Sokouraba a été l'occasion de lancer les travaux de construction du foyer des jeunes de la localité. Prochain lieu de rencontre, la chefferie des jeunes, pour parler de paix et de développement.
Et on termine par la Guinée où la vie reprend peu à peu son cours normal du côté des Conakry après les violences observées à l'issue de la proclamation des résultats de la présidentielle donnant le président Alpha Condé vainqueur. Les commerces fermés il y a quelques jours à cause des tensions ont rouvert, mais avec des difficultés d'approvisionnement. Conséquence, les prix de certains produits de première nécessité ont augmenté, notamment celui du pain. Autre fait marquant le retour à la calmie, le dispositif sécuritaire qui empêchait toute entrée et sortie du domicile du principal opposant, Selim Dalem Diallo, a été levé à la demande de la mission conjointe ONU-UA-CEDEAO qui vient de séjourner à Conakry. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. À 23h, Marine Konia prendra le relais pour le dernier journal. Continuons de semer la paix dans notre beau pays, l'unique, la Côte d'Ivoire.